Ce qu'on nous dit ne fait pas, ne regarde pas, ne désire pas. Pourquoi est-ce que, si souvent, c'est justement ce qui éveille le plus notre curiosité, notre intérêt, et, oui, notre désir. Cette saveur apparemment spéciale du fruit qui nous est refusé. D'où vient-elle vraiment? Bienvenue dans Au-delà de l'inconscient. Aujourd'hui, notre conversation va explorer l'un des aspects les plus intrigants de l'expérience humaine. Désir interdit. Pourquoi nous attire-t-il autant? Si vous vous êtes déjà senti tiraillé entre ce qui est permis et cette impulsion qui vous pousse vers la limite, cette vidéo vous offrira des clés importantes pour comprendre cette attraction et ses racines dans notre monde intérieur. Préparez-vous à regarder l'interdit d'une manière différente. Avant d'examiner de près les racines psychiques de cette attraction particulière pour ce qui nous est interdit, il vaut la peine de reconnaître à quel point cette dynamique est ancienne, à quel point elle est présente et se répète dans notre culture et dans nos vies. L'idée du fruit défendu n'est en aucun cas une invention moderne, ou une particularité de certains. Elle se fait sentir dans d'innombrables récits qui traversent l'histoire de l'humanité. Pensons-y un peu. Depuis les mythes les plus fondamentaux que nous connaissons, comme l'histoire bien connue d'Adam et Ève au paradis et la pomme qui ne devait pas être mangée, ou la curiosité fatale de Pandore devant la boîte qu'on lui avait confiée pour ne pas l'ouvrir, jusqu'aux grandes œuvres de la littérature et du cinéma, l'attraction pour ce qui est interdit est un thème central et récurrent. Ce sont des histoires qui nous parlent de personnages qui, justement à cause d'une interdiction, d'une limite imposée, ressentent une impulsion encore plus forte, une curiosité irrésistible, vers ce qui leur a été refusé. Il semble que l'interdiction elle-même ait le pouvoir d'allumer une flamme. Et nous n'avons pas besoin d'aller si loin, en cherchant seulement dans de grands récits. Dans notre quotidien le plus simple, nous pouvons observer cette même force en action. L'enfant qui, avec ses yeux brillants, se sent irrésistiblement attiré par cet objet, que les parents viennent de dire « ne touche pas à ça ». La fascination presque magnétique que les secrets et les mystères exercent sur nous, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. L'intérêt qui, souvent, surgit de manière spontanée pour des informations, des lieux ou des expériences qui nous sont restreints ou d'accès difficile. Ce sont de petits, mais significatifs, exemples de comment le non permis peut devenir spécialement intéressant et désirable pour nous. Cela nous montre, de manière assez claire, que l'attraction pour l'interdit n'est pas, en elle-même, une déviation de caractère, ou une faute morale qui n'atteindrait que quelques individus. Au contraire, cette dynamique semble être une caractéristique profondément humaine, une réponse presque attendue face à une limite qui nous est imposée. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce que la psychanalyse a à nous dire sur cette intrigante facette de notre désir? La psychanalyse, depuis ses origines avec les travaux pionniers de Sigmund Freud, offre un regard particulier et très riche sur cette question complexe du désir pour ce qui est interdit. Et le premier point fondamental de cette perspective est qu'elle cherche à aller au-delà d'un simple jugement moral sur cette attraction. Il ne s'agit pas, pour la psychanalyse, de classer cette attraction comme juste ou fausse, bonne ou mauvaise en elle-même, comme le ferait un code de conduite purement externe. Au lieu de condamner, ou de simplement justifier cette tendance humaine, la psychanalyse se propose une tâche plus profonde, comprendre quelles sont les racines psychiques de cette attraction persistante. Pourquoi l'être humain, de manière si constante, semble-t-il se sentir spécialement stimulé par ce qui lui est interdit, par ce qui porte la marque de l'interdiction? La réponse n'est pas à la surface, dans la simple ténacité ou dans une supposée faiblesse de volonté, mais dans les dynamiques complexes de notre constitution en tant que sujet désirant. Pour Freud, la relation entre le désir, la loi qui le limite et l'organise, et la possibilité toujours présente de la transgression, n'est pas un détail accidentel de la vie psychique, mais plutôt l'un des axes centraux dans la formation de notre psychisme. C'est dans ce jeu complexe entre ce que nous voulons, ce qui nous est permis et ce qui nous est interdit que notre identité en tant que sujet qui désire se forme. L'interdit, par conséquent, n'est pas seulement un obstacle externe au désir. Il participe activement à sa propre création, et paradoxalement, à son intensité. Comprendre cette dynamique complexe est crucial, pour ceux qui cherchent à se connaître plus profondément, et à gérer de manière plus consciente leurs propres impulsions et les limites que la vie nous impose. C'est une invitation à penser à comment l'interdiction peut, de manière surprenante, finir par alimenter ce qu'elle tente elle-même de contenir. Examinons cela de plus près. Nous avons vu comment l'attraction pour l'interdit est une caractéristique humaine, et comment la psychanalyse cherche à la comprendre, au-delà d'un simple jugement moral. Mais comment exactement, une interdiction peut-elle finir par attiser notre désir, au lieu de simplement l'éteindre? C'est ici que les réflexions de Sigmund Freud deviennent spécialement éclairantes, et nous offrent une nouvelle perspective. Freud aperçut que la loi, l'interdiction, en nommant quelque chose comme interdit,
paradoxalement confère à cette chose un statut spécial. Avant l'interdiction, peut-être que cet objet ou cette action n'était qu'une possibilité parmi tant d'autres. Mais, à partir du moment où une voix d'autorité dit cela n'est pas permis, ce qui a été interdit gagne une importance, une singularité qu'il ne possédait pas auparavant. C'est comme si, en nous disant « ne pensez pas à l'éléphant rose », l'image de l'éléphant rose devenait presque impossible à effacer de notre esprit. L'interdiction dans ce sens ne se contente pas de réprimer. Elle peut aussi illuminer l'objet interdit, le rendant plus visible et intensifiant notre désir pour lui. Si l'interdiction peut mettre en évidence l'objet et intensifier le désir, il existe aussi un autre élément crucial dans cette dynamique. La transgression elle-même, l'acte de franchir la ligne démarquée, peut devenir, en soi, une source d'une excitation particulière. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir l'objet interdit, mais de la sensation que le propre défi à la limite nous procure. Pour la psychanalyse, cette excitation liée à la transgression peut avoir des racines profondes. Elle peut être connectée à un désir inconscient de défier l'autorité moins qu'elle soit externe, ou l'autorité internalisée qui constitue notre surmoi. Briser une règle peut être une façon d'affirmer sa propre force ou autonomie. Dans ces cas, la saveur de l'interdit ne viendrait pas seulement de la conquête de l'objet en soi, mais de la propre aventure de contourner la surveillance, d'expérimenter le risque, de sentir l'adrénaline, d'être en train de faire quelque chose qui ne se fait pas. C'est comme si l'acte même d'interdire l'interdiction, de dire non à la loi, contenait une étincelle de plaisir, une affirmation de puissance, même si elle est momentanée et souvent suivie de culpabilité. Nous avons parlé du surmoi, comme de cette instance, qui intériorise la loi et les interdictions. Nous pourrions penser qu'un surmoi fort nous éloignerait simplement des désirs interdits. Mais la relation est bien plus complexe, et, parfois, ambiguë. Un surmoi excessivement rigide et punitif peut, paradoxalement, finir par alimenter encore plus l'attraction pour l'interdit. Comment cela arrive-t-il? Un surmoi qui impose des règles de manière très sévère, qui critique et punit constamment, peut générer une pression interne si grande que le désir pour l'interdit surgit comme une rébellion inconsciente. C'est une tentative désespérée de trouver une soupape de sécurité, un répit, même si cela implique plus de culpabilité et de punition après. C'est la logique du « puisque je suis coupable de toute façon ». Dans certains cas, il peut même y avoir une recherche masochiste de la punition que la transgression attirerait, comme une façon de soulager une culpabilité inconsciente encore plus ancienne. La dynamique entre notre idéal du moi, ce que nous aspirons à être, et les impulsions qui le contredisent joue également un rôle ici. L'interdit peut être une façon de confronter cet idéal, ou d'exprimer la frustration de ne pas l'atteindre. Nous avons déjà vu comment la loi elle-même, et notre instance morale interne, le surmoi, peuvent avoir un rôle inattendu en rendant l'interdit plus attrayant. Mais la psychanalyse nous invite à aller encore plus loin, à investiguer les véritables configurations inconscientes qui se manifestent derrière cette fascination. Qu'est-ce qui est encore en jeu lorsque le « ce n'est pas permis » devient si séduisant? L'une des clés se trouve dans notre histoire la plus ancienne. Dans l'enfance, nous avons tous vécu des désirs intenses, qui, pour différentes raisons, ont été considérés comme interdits, et ont dû être réprimés. Pensons, par exemple, à la complexité des sentiments et des désirs qui surgissent dans le contexte du complexe d'Oedipe, où l'amour et la haine s'unissent en relation avec les figures parentales, et où l'enfant se heurte à des interdictions fondamentales. Ces désirs infantiles, lorsqu'ils sont intensément interdits et non élaborés, ne disparaissent pas. Ils restent actifs dans l'inconscient, et peuvent chercher, tout au long de la vie adulte, des façons de se manifester. L'attraction pour des objets, des personnes ou des situations, qui portent la marque de l'interdit, peut être alors, une forme de répétition. C'est une tentative inconsciente de remettre en scène ce scénario original, peut-être dans l'espoir de, cette fois, obtenir une satisfaction différente, ou de finalement élaborer ce conflit ancien. L'objet interdit d'aujourd'hui peut être un reflet de ce premier grand non. Un autre élément crucial pour comprendre la séduction de l'interdit est l'immense pouvoir de notre vie intérieure, de notre capacité à fantasmer. La fantaisie n'est pas seulement une rêverie inconséquente. Pour la psychanalyse, elle est une véritable scène psychique, un espace fondamental où nos désirs, spécialement les plus secrets, peuvent être mis en scène et intensifiés. Lorsqu'un désir est marqué par l'interdiction, la fantaisie peut devenir le lieu privilégié, où les limites sont testées, où la transgression est vécue en pensée, avec toute la charge d'excitation que cela peut apporter. C'est dans la fantaisie que nous pouvons imaginer les scénarios les plus audacieux, les conséquences les plus dramatiques, le plaisir le plus intense de ce que, dans la réalité, nous n'oserions peut-être jamais chercher. Cet essai mental peut, en soi, être extrêmement excitant. La fantaisie, dans ce sens, ne se contente pas de refléter le désir pour l'interdit, elle le construit et l'alimente activement.
Elle peut épicer l'objet ou la situation interdite avec une aura de mystère, de danger, d'aventure, les rendant encore plus irrésistibles pour notre inconscient. Ce que nous imaginons sur l'interdit est souvent plus puissant que l'interdit lui-même, et c'est la fantaisie qui donne cette puissance. Et nous arrivons à l'une des combinaisons les plus intrigantes de notre vie psychique. La danse complexe et fréquemment ambiguë entre la culpabilité, l'excitation et l'attraction pour le danger. Lorsque nous nous sentons attirés par un désir interdit, il est courant que, avec l'impulsion désirante, surgisse aussi l'anticipation de la culpabilité ou le propre sentiment de culpabilité d'être en train de vouloir quelque chose de mauvais. Paradoxalement, pour certaines personnes, et dans certaines dynamiques inconscientes, cette propre culpabilité ou la tension qu'elle génère, peut finir par augmenter l'excitation. C'est comme si l'imminence de la punition, ou la sensation d'être en train de faire quelque chose de risqué, ajoutait un épi spécial au désir, le rendant encore plus vibrant. Cette recherche du frisson que l'interdit peut offrir, ce mélange de peur, de culpabilité et d'excitation, peut devenir un cycle vicieux. La transgression génère de la culpabilité demande une punition, ou plus de transgression pour justifier la culpabilité, et l'excitation du danger alimente le désir. C'est une dynamique complexe où la souffrance et un type particulier de plaisir se rencontrent d'une manière qui peut être difficile à dénouer, piégeant le sujet dans des répétitions douloureuses. Nous avons exploré les configurations inconscientes qui nous poussent vers l'interdit. Face à cela, sommes-nous condamnés à être des jouets de cette dynamique? Ou pouvons-nous construire une relation plus consciente avec ces désirs? La psychanalyse suggère que oui. La première étape est de reconnaître cette attraction en nous, sans moralisme facile. Admettre qu'elle existe et a une logique interne, au-delà du simple manque de honte ou faiblesse. Une fois l'attraction reconnue, nous pouvons questionner l'interdiction. D'où vient cette règle qui rend un tel désir interdit pour moi? Est-ce une loi externe, concrète, vitale, pour la convivialité? Ou serait-ce un reflet d'une norme familiale ancienne, un mandat sévère de mon surmoi qui aujourd'hui peut-être ne trouve plus autant de sens pratique dans ma vie adulte? Discerner l'origine de l'interdiction est une étape libératrice pour notre conscience. En parallèle, il est crucial d'investiguer ce que ce désir spécifique pour l'interdit cherche réellement, au-delà de la simple émotion de la transgression. Y aura-t-il derrière cette impulsion un besoin plus profond, et peut-être légitime, qui ne trouve pas d'autres canaux d'expression? Pourrait-il s'agir d'un désir de plus de liberté, de reconnaissance, de vivacité, ou même d'une tentative inconsciente de réparer une ancienne blessure émotionnelle? L'interdit souvent n'est que l'emballage de quelque chose de beaucoup plus significatif pour notre âme. Ces importantes questions ouvrent la voie à un troisième mouvement essentiel, la différenciation entre l'élaboration psychique et la simple action impulsive du désir. Il est fondamental de créer un espace interne, et lorsque cela est nécessaire, un espace thérapeutique sûr comme celui de l'analyse pour pouvoir penser à ses désirs. Il faut réfléchir à leurs origines complexes dans notre histoire, aux fantasmes qui les accompagnent, et aux peurs qu'ils peuvent aussi susciter. Au lieu de simplement agir impulsivement, en direction de la transgression, ce qui souvent nous emprisonne dans des cycles répétitifs d'excitation suivis de culpabilité, ou de réprimer ses désirs avec encore plus de force, ce qui génère de la souffrance, la proposition est de chercher des significations. C'est essayer de comprendre ce que cette attraction pour l'interdit nous dit sur nous-mêmes, pour alors trouver des chemins plus conscients pour notre énergie désirante. Notre exploration d'aujourd'hui sur l'intense fascination que l'interdit peut exercer sur nous, a révélé un univers de dynamiques internes complexes et, parfois, surprenantes. Nous avons vu comment la loi elle-même, en imposant une limite, peut paradoxalement stimuler le désir, et comment notre surmoi, nos fantasmes les plus secrets, et les marques de notre histoire infantile, vont former la complexe configuration de cette attraction souvent irrésistible pour ce qui nous est refusé. C'est une invitation constante à regarder à l'intérieur. Comprendre ces mécanismes psychiques, cependant, n'est en aucun cas une invitation à la transgression inconséquente ou à la simple satisfaction de toutes les impulsions. Au contraire, c'est une porte qui s'ouvre vers une liberté plus authentique et responsable. La liberté d'être plus conscient de nos impulsions, de remettre en question avec plus de clarté les interdictions qui nous habitent, et de faire des choix qui soient véritablement alignés avec qui nous sommes réellement, au-delà du simple enchantement par l'interdit. La véritable autonomie naît de cette connaissance de soi. Et vous, tout au long de cette conversation ici dans « Au-delà de l'inconscient », vous êtes-vous déjà senti intensément attiré par un désir interdit dans votre vie? Comment cette réflexion d'aujourd'hui se connecte-t-elle avec votre expérience personnelle et avec vos propres interrogations? Racontez-nous ici dans les commentaires. Votre partage est toujours le bienvenu et enrichit notre communauté d'apprentissage. Si ce contenu vous a touché, aimez, inscrivez-vous et partagez avec ceux qui ont besoin d'entendre cela.
À la prochaine!